120 secondes prend des vacances et revient lundi 6 janvier. En attendant, découvrez Seul sur Mars, notre série d'interviews d'Emmanuel Botta, auteur avec Béatrice Mathieu, d'Elon Musk, l'enquête inédite chez Robert Laffont. Il revient en 4 épisodes sur le parcours, les rêves martiens et les parts d'ombre du milliardaire controversé. Bonne écoute et on se retrouve le 6 janvier. La liberté d'entreprise et l'esprit pionnier sont des valeurs libérales qu'Elon Musk aime bien mettre en avant. D'ailleurs, quand il rachète Twitter en 2022, c'est, selon lui, pour défendre une liberté d'expression en danger. Mais là où certains voient en Elon Musk un vrai défenseur de la liberté, d'autres voient en lui un génie de la communication, profitant du système qu'il se plaît à piétiner. Emmanuel Botta va nous aider à y voir plus clair sur sa personnalité et ses convictions. Elon Musk bought Twitter because he used Twitter. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Tesla CEO Elon Musk is unloading Tesla stock. Seul sur Mars. Voyage dans l'univers d'Elon Musk. Bonjour Emmanuel. Bonjour Timothée. Au moment où Elon Musk rachète Twitter en 2022, il fait tout un éloge de la liberté d'expression. Est-ce que cet attachement à la liberté d'expression est une conviction réelle de Musk selon vous ? Est-ce que c'est sincère ? Il y a une partie qui est sincère, c'est qu'effectivement, encore une fois, il y a le côté un peu binaire que peuvent parfois avoir les ingénieurs, enfin très mathématique en tout cas, c'est si quelqu'un prend la parole et qu'il a une opinion A, il faut que celui qui a l'opinion B puisse aussi avoir le même temps de parole. Et même si celui qui a l'opinion B est une opinion extrême et qui vous dérange foncièrement. Alors, sur le papier, ça peut paraître assez logique, si on regarde effectivement avec une vision de mathématicien, si je puis dire. Le problème, effectivement, c'est que quand le point de vue B est une théorie complotiste qui pousse à la haine et à tout ce qu'on peut connaître sur les réseaux sociaux, ça pose question. Donc après, il y a aussi, effectivement, quand il rachète Twitter, il y a aussi quelque chose de très financier, quoi. C'est-à-dire il pense, et c'est un fait, que Twitter est mal géré. On a rencontré des gens de Twitter et des gens qui avaient des postes très élevés qui eux-mêmes disaient oui, objectivement, il y avait quand même une espèce de sorte de déshérence managériale, ou en tout cas, effectivement, il faisait bon vivre, quoi. En gros, chez Twitter, et la pression n'était pas immense. Donc, ça faisait un actif intéressant parce qu'effectivement, c'est une caisse de résonance planétaire gigantesque et extrêmement puissante, mais sous-évaluée, sous-cotée, si je puis dire, notamment si on compare à un Facebook qui a peut-être une valorisation boursière des dizaines de fois supérieure. Donc il y avait aussi un côté, un joyau qu'il fallait polir, quoi. Et donc, selon vous, il y a de sérieuses nuances à apporter à ce goût pour la liberté d'expression, surtout dans sa gestion de Twitter, une fois qu'il le rachète. Récemment, effectivement, quand il est venu sur Paris en disant « j'ai racheté Twitter pour sauver la liberté d'expression », le problème, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a quelques mois en l'occurrence, il a supprimé un compte Twitter qui s'appelait @ElonJet, qui avait été fait par un jeune étudiant américain. L'objectif de cet étudiant à travers ce compte @ElonJet, c'était de dire c'est quand même assez étrange d'avoir quelqu'un qui se pose comme le grand pourfendeur de la cause climatique et en même temps qui a un bilan carbone catastrophique qui dans la même journée peut faire 2-3 vols avec son jet privé. Elon Musk a décidé de le supprimer mais de manière unilatérale. Ensuite, parce qu'il a dit effectivement ça mettait en danger ma sécurité et celle de ma famille. Ce qui paraît quand même assez peu probable parce que c'est juste le jet, c'est des données publiques, bon bref. Et qui ensuite a même été plus loin, a ensuite suspendu pendant quelques jours les journalistes, notamment les journalistes du New York Times, qui avaient relaté cette histoire de suppression du compte @ElonJet. Donc on a envie de dire la liberté d'Elon Musk, ou la liberté plutôt d'expression s'arrête à la porte d'Elon Musk. Et est-ce que ce comportement qu'il a sur Twitter, c'est aussi un type de comportement qu'il a dans sa manière de manager notamment ? Ah bah c'est pas quelqu'un qui supporte beaucoup la contradiction, enfin ce qu'on explique aussi dans le livre, parce que c'est beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui nous ont dit on ne dit pas non à Elon.
Ça n'existe pas, quoi. Même mais d'ailleurs, c'est déjà un peu trop. Il supporte pas la contradiction parce qu'il pense, parfois à raison, qu'il est supérieurement intelligent et qu'il a toujours les bonnes intuitions. On lui dit pas non parce qu'il est extrêmement colérique. Enfin, je veux dire, si vous avez le malheur de répondre un peu à côté ou à contre-temps, ou encore pire, de vous tromper. Alors là, c'est foudroyant. Et il a des colères qu'on raconte qui sont où effectivement, il rentre dans des colères noires, il vire les gens sur l'instant. Peu importe si c'est des ingénieurs brillants, mais voilà, on peut pas se mettre face à lui. Et par ailleurs, effectivement, il est entouré aujourd'hui de yes men. Gens qui disent quoi qu'il arrive, c'est génial ce que tu dis. Donc il a plus de contradictions et on connaît les dérives des gens qui sont entourés que de yes men, c'est qu'ils finissent par croire effectivement qu'ils ont réponse à tout. Parce que dans le passé, à l'inverse de maintenant, il y avait peut-être des personnalités qui avaient des initiatives personnelles que Musk a su valoriser, ou est-ce que il y en a au moins deux qu'on connaît mais qui sont relativement connus. La première, c'est Gwyneth Shotwell, qui est sa numéro 2 chez SpaceX, qui est en réalité la patronne opérationnelle de SpaceX. C'est celle qui rassure les investisseurs, qui rassure la NASA, enfin les clients étatiques, notamment les États-Unis. Le deuxième, c'était un Français, Jérôme Guillen, qui était pareil, son bras droit chez Tesla, patron opérationnel, qui lui a permis de passer en 2018 la fameuse méga crise de production pour la Model 3 qui a bien failli tuer Tesla, mais qui est parti il y a 1 an et demi à peu près, je dirais, mais il a quand même tenu 10 ans, ce qui dans la galaxie Musk est gigantesque. Oui, vous racontez dans le livre que c'est 1 an le turnover des ingénieurs. En moyenne, c'est 1 an. Les gens essayent de tenir au moins 1 an parce qu'en fait, les salaires, que ce soit chez SpaceX ou Tesla et dans les boîtes gérées par Elon Musk, sont pas très élevés. En fait, on s'attendait à ce que les gens aient des salaires mirobolants et en fait, ils sont dans la moyenne. Mais par contre, il y a des stock options, donc c'est des actions qu'on rachète à tarif préférentiel qui sont débloquées, notamment après 1 an, encore plus au bout de 2-3 ans. Okay. Mais en fait, les gens déjà essayent de tenir 1 an, parfois 2, mais la moyenne, ce qu'on nous expliquait, c'est une grosse année. Il y a plusieurs anecdotes dans votre livre, par exemple, à l'occasion d'un lancement de fusée, où il passe outre un veto d'une agence de sécurité, ou alors en Allemagne, quand il attend pas un permis de construire pour lancer une usine. Il y a ce côté pirate chez Elon Musk. Oui, tout à fait, ça fait totalement partie du personnage, c'est-à-dire qu'il pense que les normes, les règles, enfin parfois même les lois, c'est fait pour le petit peuple, quoi. C'est pas fait pour un génie comme lui, qui lui, il est là pour coloniser Mars, quoi. Donc il a autre chose à faire qu'à se plier aux différentes règles. Donc il mord toujours la ligne jaune, ça c'est toujours. C'est-à-dire qu'il est toujours à la limite extrême de l'égalité et parfois il déborde. Parfois c'est effectivement quand il a fait un test donc du Starship, qui est la méga fusée, la plus grande fusée au monde qu'il est en train de tester, qui est celle justement qui devrait lui permettre d'aller sur Mars. Comme on le raconte, effectivement, un jour, l'autorité effectivement de sécurité de l'espace lui dit non, en fait, on pense que le périmètre de sécurité par rapport aux villes alentours est pas respecté, donc vous n'avez pas le feu vert. Lui, il pense que si, en fait, son périmètre est OK, donc il le lance et notamment les pompes de la NASA découvrent ça en direct, quoi. Okay. Donc, et là, ils se disent, mais en fait, le mec est totalement... Ça n'avait jamais été fait. Personne n'a jamais outrepassé ce type de veto. Le mec est incontrôlable, quoi. Il n'y a pas eu de répercussions ? Le problème, en fait, c'est que les États-Unis sont totalement dépendants. Enfin, il y a une codépendance, d'ailleurs. Ouais. Et c'est totalement dépendant aujourd'hui de SpaceX et donc d'Elon Musk, parce que avant qu'il arrive... pour envoyer des astronautes dans l'espace et notamment dans la station internationale, l'ISS, il fallait passer par les Russes de Soyouz, ce qui était quand même déjà une petite humiliation à chaque fois. Et par ailleurs, ils ont aussi besoin de SpaceX pour envoyer tous les satellites de l'armée, de l'État. Enfin, donc, en fait, il y a une vraie dépendance, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de plan B. Donc, c'est certainement pour ça que finalement, ils ont fini par laisser passer la chose. On retrouve effectivement ce côté pirate absolu dans l'ouverture, enfin, le début de la construction de l'usine Tesla à côté de Berlin, où il commence à poser les fondations, on va faire même les gros travaux, sans avoir aucun permis. Donc, et d'ailleurs, un ancien de Tesla nous a raconté que oui, il savait que
En gros, il y avait une chance sur 2 pour qu'ils se fassent taper sur les doigts, enfin qu'on leur dise faut tout démonter en fait, puis vous remettez tout dans l'état. Donc ils avaient provisionné plusieurs dizaines de millions de dollars. Il y a aussi en pleine pandémie, il rouvre sa Gigafactory en Californie bien avant la levée des confinements, parce que lui estime que en fait c'est bon, on en a fait assez et il faut continuer à produire. Donc voilà, il y a le monde et ses règles, et puis il y a le monde et les règles d'Elon Musk. Et est-ce que c'est l'exception ou est-ce que c'est sa méthode finalement, ces distributions perpétuelles? Le côté pirate, je mords la ligne jaune en permanence, ça fait clairement partie de sa méthode, ce que nous on appelle dans le livre le muskisme. C'est en fait, il pense, et les faits lui donnent plutôt raison, qu'en fait pour accélérer les choses, pour faire en sorte que le monde se plie à votre volonté, à votre façon de voir les choses, en fait, il faut toujours pousser, quoi. Pousser au maximum l'État, les investisseurs, pour le monde qui vous entoure, pour qu'ils vous suivent, quoi, pour qu'il aille aussi vite. Parce que sinon, effectivement, tout prend plus de temps et on perd du temps et on n'innove pas assez vite. Et lui, il a quand même, voilà, il faut qu'à la fin de sa vie, avant la fin de sa vie, il soit sur Mars. Parce que le deuxième levier aussi, effectivement, ce qu'on appelle nous le muskisme, c'est la vitesse. Il l'a montré, il a fait en moins de 10 ans une fusée spatiale réutilisable, là où il a fallu des décennies pour des États. Il a créé un mastodonte avec Tesla dans la construction automobile, ce qui n'avait pas été fait, aucune marque n'avait été créée depuis 50 ans. Enfin, il est tout dans la vitesse, et la vitesse, c'est aussi accepter le risque, c'est aussi accepter que parfois votre fusée elle explose, et c'est tant pis. C'est aussi faire que voilà, les gens qui sont autour de vous, vous les cramez complètement, parce que ce qu'on explique, une année dans la vie, dans une entreprise d'Elon Musk, c'est 2-3 ans n'importe où, et les gens finissent au bord du burn-out. C'est une année de chien, quoi. Minima, oui, effectivement, c'est un côté commando, mais les gens le savent, d'ailleurs. Au début, il y a un effet de surprise, mais maintenant, les gens le savent, et parfois même, ils vont pour le côté un peu commando, en se disant voilà, je vais transpirer sec pendant 1 an, mais ça va être une aventure un peu dingue. Une formation express aussi. Voilà, et par ailleurs, sur un CV, ça se valorise très 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 fortement. Et donc il y a un paradoxe que vous décrivez aussi dans le livre, c'est que il se veut pirate et en même temps il est très dépendant des États. Et c'est d'ailleurs ce que lui a rappelé Trump quand ils se sont disputés. C'est que en fait, ces grandes réussites n'auraient pas vu le jour sans l'aide du gouvernement américain. Oui, tout à fait. C'est vrai que très souvent, dans les portraits qu'on peut lire, qu'on a pu lire et que moi je vois passer, souvent on me pose la question, on dit Elon Musk, ce grand prophète du libertarisme. Mais non, mais en fait, Elon Musk n'est pas libertarien du tout. Libertarien, c'est quelqu'un qui veut ne plus avoir aucun cadre légal, étatique, et qui pense en gros que c'est la loi du plus fort et que c'est un peu une sorte de darwinisme économique, et que c'est comme ça que le monde avance. Donc lui, ce qu'il veut, c'est effectivement, il aime bien le côté positif pour ces entreprises du darwinisme, quand ça va bien pour lui, mais en même temps, c'est le premier à prendre les subsides et les subventions de l'État. Et comme on l'explique, ces entreprises, notamment SpaceX, mais aussi Tesla, en fait, n'auraient jamais existé sans les subventions américaines, notamment, parce que sur SpaceX, il a pris plus de 20 milliards de subventions, si on prend tous les aides à l'innovation, les différents contrats. Donc, c'est d'abord le fils d'oncle Sam. Donc, c'est, encore une fois, c'est le pragmatisme. C'est de Musk. Je prends ce qui m'arrange là où ça me va bien, quoi. Justement, à propos du libertarisme, vous évoquez la figure d'Ayn Rand dans votre livre. Donc, cette philosophe et romancière américaine du début du XXe siècle qui a théorisé un libéralisme individualiste, c'est vraiment à son extrême. Et c'est vrai que Elon Musk ressemble fortement au personnage qu'on retrouve dans ses romans, c'est-à-dire des créateurs de génie qui voudraient faire de grandes choses, mais sont empêchés par des hypocrites, des médiocres. Et ça, c'est vraiment, ça ressemble vraiment, je trouve, au caractère d'Elon Musk. Est-ce que finalement, au-delà même de ses convictions politiques, c'est pas plutôt une question de caractère, finalement. Il a ce côté un peu mégalomaniaque. En face de lui, il n'y a que des médiocres, que des hypocrites. Et donc, au-delà même de ses idées politiques, il y a cette idée, en fait, de libertarisme qui est plus un trait de caractère. C'est vrai que quand on lit les œuvres d'Ayn Rand et qu'on regarde la carrière d'Elon Musk, on se dit presque que Ayn Rand s'est inspirée du personnage d'Elon Musk, ce qui n'est évidemment pas possible, puisqu'elle est morte bien avant de voir la trajectoire
de l'entrepreneur. Donc ça, c'est assez frappant, quoi, effectivement. La deuxième chose, c'est que même s'il a dit qu'il avait lu l'œuvre, mais il n'a jamais clairement dit qu'il s'en était inspiré. Et par ailleurs, Ayn Rand, effectivement, est aussi une figure pour de nombreux patrons de la Silicon Valley. Donc c'est pas forcément propre à Elon Musk, mais ce qui est frappant, c'est les similitudes entre les héros de ses romans et le personnage, et aussi effectivement cette idée que pour construire de grandes choses, on peut pas en fait être dans l'empathie. On peut pas être dans l'idée de aidez-vous les uns les autres, etc. D'ailleurs, elle parle dans ses livres très souvent. Elle dit que l'altérité, enfin l'entraide, c'est une forme d'esclavagisme. Même plus loin, elle pense que c'est une forme de cannibalisme. Ce qui est assez, en gros, c'est les uns se nourrissent des autres, quoi, pour résumer. Elon Musk va pas aussi loin. En tout cas, il le verbalise pas comme ça, mais dans les faits, c'est ce qu'il fait, quoi. Il se nourrit des gens pour construire ses entreprises et in fine son histoire. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on s'est amusé à mettre en regard ces deux figures, parce que c'était assez frappant. Merci Emmanuel pour cet échange passionnant. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans le magazine Capital, dont vous êtes le rédacteur en chef, et j'espère d'ailleurs vous retrouver bientôt à ce micro pour parler de vos enquêtes. À très bientôt, merci. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Seul sur Mars est une série en 4 épisodes du magazine Capital. Montage Lucas Wibo, présentation Timothée Gérardin. Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre coécrit par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, édité par Robert Laffont. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker le podcast sur votre plateforme préférée. À bientôt!